Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle d'amour, de solitude et de régulation. 3 mots qui visiblement vont très bien avec intelligence artificielle. On découvre aussi Friend, le gadget à $129 qui s'accroche à ton cou pour devenir ta meilleure amie. L'intelligence artificielle a peut-être trouvé son business model, la solitude. OpenAI ouvre la boîte de Pandore et autorise désormais les conversations érotiques dans ChatGPT. Oui, l'IA devient sexy et plus addictive que jamais. Et pendant ce temps, la Californie tente de remettre un peu d'ordre. Gavin Newsom signe plusieurs décrets historiques pour réguler les chatbots et les deepfakes. Voilà, bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, avec des vrais morceaux d'humain dedans. Aujourd'hui, à mes côtés pour cette émission, c'est sa rentrée, Charlie Perrault. C'est la chef du service tech des Échos. Salut Charlie, comment tu vas ? Salut Carlos. Écoute, ça va. La rentrée était très chargée, c'est pour ça que j'arrive que maintenant, désolé. Et voilà. Et puis Fabrice Epelboin, le Dark Vador des plateaux de télé, il est là à nouveau. Ça va Fabrice ? Ça va très bien. On a une nouvelle qui rejoint l'équipe de Silicon Carnet. Bon, nouvelle, elle est pas vraiment nouvelle parce que si vous la voyez, Fanny Bouton, normalement, si vous êtes dans la tech, vous savez qui c'est. Elle aussi, c'est une chef à plume. C'est la chef à plume du Quantum et de l'innovation chez OVH. Et puis, moi, Fanny, je l'ai connue il y a un petit bout de temps, on va pas dire le nombre d'années, mais elle faisait un truc génial à l'époque qui s'appelait les Fanny's Party. Alors, j'étais pas au tout début. Moi, je suis arrivé au moment où ça se passait au Hard Rock Café. Alors, je sais pas si tu quand ça, à peu près. On était sur la fin des Fanny's Party. Non, c'était dans les 5-6 premières années, c'était au premier tiers. C'était à l'époque de le web et des grands... Voilà. C'était le début des blogs et c'est comme ça, c'est sur ce type d'event. Alors, rappel pour ceux, parce que tu sais que la moyenne d'âge dans Silicon Carnet, c'est entre 25 et 35 ans. Donc, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas nés. Qui n'étaient pas nés. Donc, rappelle-nous, les Fanny's Party, qu'est-ce que c'était ? C'est pas du tout un club échangiste, hein, ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien de sexuel. C'était très technologique. Non, allez, c'est né à l'époque des PDA, les assistants numériques, c'était avant les smartphones. Donc on avait un truc noir et blanc, tu vois, Pocket PC ou des Palm Pilot à l'époque qu'on connectait en Bluetooth. Et donc un jour, t'étais sur des forums et j'ai dit ouais, on va se faire une bouffe. On habite tous à Paris, on va faire une soirée. Donc j'ai pris le seul bar à l'époque qui avait du Wi-Fi et on s'est réunis et y a un grand couillon qui a appelé ça les Fanny's Party. Donc on en a fait une. On était 30 et à la troisième, on était 150 et ça a duré 18 ans. 18 ans de soirée de geeks, plus d'une centaine d'events et c'était vraiment ça m'a emmené geek. à faire chroniqueuse à la télé, à parler de tech, dans les médias. Voilà. Et maintenant chroniqueuse sur Silicon Carnet, t'imagines ? C'est émouvant, un ancien collègue en fin de carrière, hein ? Ouais. Go yourself. Avant de commencer, merci à vous d'écouter Silicon Carnet en podcast ou sur YouTube. Merci vraiment pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'émission, que ce soit sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Et puis, si vous êtes déjà abonné et que vous vous dites, mais merde, j'ai plus rien à faire, eh bien, vous pouvez soutenir Silicon Carnet en devenant membre de l'Hacienda. Ça se passe sur Substack. Et qu'est-ce que ça donne en plus d'être membre de l'Hacienda? Eh bien, ça vous permet d'obtenir l'émission en avant-première avec toutes mes notes et d'en discuter en privé avec moi et les autres membres sur WhatsApp ou sur Discord ou lors de nos événements aussi, parce qu'on organise des événements sur Paris. L'abonnement Substack, c'est ce qui permet à cette émission de continuer. Donc, merci à tous les membres de l'Hacienda. Vous êtes tous extraordinaires. Et vous aussi, vous pouvez rejoindre cette grande famille et échanger avec nous au quotidien. J'ai mis le lien dans la description. Silicon Carnet, c'est 2 fois par semaine, le mercredi, le samedi à 8h30 du matin pour tremper dans votre café. Et on commence tout de suite l'émission. On commence avec ce nouveau gadget. C'est marrant de commencer avec un gadget parce que Fanny est là, donc on va commencer avec un gadget IA. On savait que l'IA allait remplacer nos collègues, hein, on vous le dit, ça va remplacer tous les freelanceurs, tous les codeurs de la Terre. Mais visiblement, l'intelligence artificielle a aussi décidé de remplacer nos amis. Et il y a un petit gadget dont on parle beaucoup ici dans la Silicon Valley. Ça ressemble à un truc Apple, c'est blanc, ça se met autour du cou. Il y a pas mal d'Américains qui commencent à le porter. Ça s'appelle Friend. Vous l'avez vu ce truc ? Est-ce que alors bien vu, je suppose Fabrice que c'est interdit en France.
et en Europe. J'espère. Ce truc j'espère. Pour une fois que ça sert à quelque chose, à réglementer. Alors, je t'avoue que j'ai même pas réfléchi à la compatibilité avec les AI Act, mais en tout cas, voilà, c'est impossible. C'est vraisemblablement très compliqué à importer en Europe. Hein. Mais en même temps, c'est un sujet de réflexion sociétale super intéressant. C'est terrifiant, mais ça pose un débat de société de façon avec une violence absolue. Fanny, tu nous expliques rapidement de quoi est-ce qu'on parle en termes de device. J'ai un peu de scrupule à parler de device avec Fanny là, quoi. Donc je te laisse expliquer rapidement. J'ai regardé vite fait, je t'avoue que celui-là, j'ai pas encore eu la joie de le tester ou de le voir, mais ça fait toujours partie des trucs. Parce que attends, je te montre l'équivalent de mon Friends, moi, des années 2010, regarde. Ah! Tu vois, c'était un Aibo. Tu vois, c'est comment tu es jamais seul. Il y avait ceux qui voulaient des chiens, des chiens robots. Donc c'est pas le même prix là, mais donc c'est un petit produit, un petit cercle blanc que tu mets autour de ton cou et qui va t'écouter toute la journée et qui va plus ou moins te répondre avec des petites phrases. Sur ton téléphone. J'avoue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ça ne parle pas. Ouais. Ça t'envoie des notifs et ça te commande ce que tu fais. Alors je vous propose un petit extrait de leur vidéo officielle, là, leur trailer. On le regarde. C'est très intéressant ou très flippant. Vous choisissez. Vous mettez un petit extrait et puis on revient tout de suite pour en parler. I know the effects are crazy. It's dank. I could eat one of these every day. Oh. Sorry, I got you messy. Charlie, je sais pas, est-ce que tu es prête pour un friend toi aussi ou comment tu accueilles ça, quoi? Ah non, moi j'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai déjà assez de friends que je ne vois pas, donc je vais pas parler avec un gadget. Mais Fanny parlait de son alors comment tu l'appelais, l'iBot? Aibo, c'était un Aibo. C'était les chiens robots de chez Sony à l'époque. Okay. Qui coûtait un bras. Ça coûtait cher, ça. Nous on avait 2 ou 3 000 euros. Ah ouais, okay. Ah oui, parce que nous moi j'avais le Tamagotchi, je suis cette génération et encore j'étais vraiment sur la fin où vraiment c'était vraiment tout petit, pareil, hein, je pense que c'est à peu près la même taille. Mais moi ça m'a fait penser beaucoup au Tamagotchi, t'as raison. Bah oui, t'avais le petit écran, mais bon déjà c'était assez limité parce que tu lui donnais, je me souviens, tu lui donnais à manger, et après tu lui ramassais ses crottes. Moi de mémoire, je me souviens que de ça. Ça faisait pas grand chose, mais t'étais stressé quand il fallait, il y avait plus de piles ou fallait le recharger. J'ai pas gardé non plus un souvenir dingue. Je sais qu'ils ont essayé de le relancer il y a peut-être 2-3 ans. Non, mais il y en a toujours. T'en as toujours. T'as des collections. Là, il y a une spéciale Pokémon qui sort. Ça marche. Non, mais le truc, c'est que là, c'est un compagnon auquel tu dois t'occuper. Tu dois le nourrir, etc. Et donc, il y avait plein d'enfants en pleurs d'ailleurs parce que si tu le nourris pas pendant 2 jours, le truc disparaît. Oui, il meurt, quoi. Il disparaît. Donc, du coup, ça crée des drames. Je devais nourrir au bureau ceux de mes fils, tu vois. C'était le truc pour pas les avoir en larmes le soir. Alors que là, c'est un truc qui va plutôt prendre soin de toi ou t'écouter. En tout cas, qui a l'écoute de toi. C'est intéressant. Oui, c'est-à-dire Tamagotchi, c'est toi qui t'occupais du device, alors que là, c'est censé s'occuper de toi. Effectivement. Ouais, t'as raison. C'est une relation différente. Et c'est aussi une évolution de ce qu'on peut voir dans la société, c'est comment je passe du take care à comment on prend soin de moi et comment je prends soin de moi aussi. C'est un vrai sujet, je trouve, qui est intéressant aussi là-dessus. Comment on recentre les choses sur soi-même et plus sur l'écoute de l'autre. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat, plus d'1 Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. Alors, je montre quelques campagnes, parce qu'ils ont fait une énorme campagne dans le métro à New York, parce que pour l'instant, le produit est disponible uniquement aux États-Unis.
Ils ont dépensé des millions. Alors, je sais pas si vous avez écouté ou regardé le CEO de Friend. C'est un taré, c'est un malade mental. C'est l'archétype du gamin de la Silicon Valley. Il a levé, je me rappelle plus à l'époque, il avait levé 1,9 million. Et avec ces 1,9 million, il a dépensé 1,8 million pour acheter le nom de domaine. Donc voilà. Et là, il a relevé de l'argent et il a fait $1 million de campagne de pub dans le métro. Je vous les montre et bien évidemment, tout le monde est en train de s'insurger dans le métro pour expliquer. Il y a un vrai phénomène, Fabrice, en ce moment, de résistance. On croit que c'est que en France, mais il y a aussi aux États-Unis. Là, on est à New York, de résistance justement à cette invasion de l'intelligence artificielle dans notre intimité. J'ai envie de dire. Oh, c'est plus large que ça. Il y a un vrai phénomène néoludite de gens qui n'en peuvent plus de la tech, qui s'emparent souvent de n'importe quel argument pour dire c'est mal. Ça donne typiquement dans les médias énormément de n'importe quoi. J'ai vu il y a quelques semaines un éditorial sur LCI où pendant 10 minutes un type expliquait que les data centers qui s'implantaient en France allaient faire une trace carbone, sachant que c'est de l'énergie nucléaire, donc il n'y a pas de trace carbone. Donc on est dans un grand n'importe quoi de non au data center, non à l'IA, non à la tech, quoi. C'est ça. Non à la tech. Et forcément, il y a plein de médias qui déversent des contenus qui sont là pour faire plaisir, pas pour permettre aux gens d'analyser les choses ni de se faire un avis, juste pour faire plaisir. Donc c'est bourré de contenus assez anxiogènes. Ce qui évidemment facilite pas les choses pour comprendre et pour trier des choses qui sont objectivement angoissantes comme ce gadget à la con qu'est Friends, et des choses qui sont de l'ordre du progrès qui va pas forcément dans le mauvais sens. Mais oui, le mouvement néoludite est de plus en plus fort, de plus en plus massif, et comme l'IA s'attaque à l'emploi, on n'est pas prêt de voir le bout de ce mouvement néoludite. Charlie, côté presse. C'est vrai que ces articles qui sont un petit peu comme ça, anti-tech, ils marchent mieux que les autres. Toi, tu le constates Non, c'est bien que j'allais rebondir sur ce que Fabrice disait. Faut séparer quand même les médias, parce que tout le monde parle toujours des médias en général. Bon, ok, moi j'accepte la critique, mais bon, t'as les médias quand même très grand public qui vont prendre des sujets très particuliers et qui n'ont pas de spécialistes. En gros, c'est très rare d'en avoir. Il y en a où ils vont traiter la tech, mais c'est même pas tous les jours. Donc et comparé à nous, où on est quand même un journal économique, on est quotidien. Moi le service tech, si tu veux, on est 12. Toi, bien sûr, mais tu fais partie d'une exception. 95% des médias font des contenus pour faire plaisir sur la tech et ne savent pas très bien de quoi ils parlent. Toi, forcément, tu t'adresses à des décideurs économiques, donc t'as pas intérêt à leur raconter n'importe quoi, sinon ils vont résilier leur abonnement. Ouais, c'est presque de l'analyse plus que de la presse, quoi. Non, c'est du journalisme qu'on a complètement oublié, mais ton boulot à toi, c'est d'apporter des faits pour que un décideur puisse se faire son opinion sur la base de faits, de contextualiser. À la base, c'est du journalisme. Tous les journalistes devraient faire ça. Mais en l'occurrence, il y a plus qu'un tout petit carteron, notamment dans la presse économique, parce que là, il y a des impacts, il y a des conséquences des machins que tu racontes à tes décideurs, et si tu leur racontes n'importe quoi, ils vont très vite te revenir. Alors que pour les autres médias, c'est pas ça le contrat avec le lectorat, c'est pas du tout ça. Ouais. Et le truc en plus, c'est qu'ils toutes les émissions que tu peux voir, je crois que je t'ai déjà vu Fabrice dedans. En plus, moi, j'ai jamais reçu de demande, tu vois, pour intervenir sur ces émissions. Pourtant, je sais pas, j'ai une bio Twitter, je suis sur LinkedIn, on me voit un petit peu, et jamais rien, je sais pas pourquoi. Tu veux dire les c'est ce soir là, voilà, c'est dans l'air, machin, tout ça là. Ouais, c'est vrai. C'est quoi les critères? Moi non plus, je suis jamais invité. Bon, alors moi je sais pourquoi je suis pas invité. Mais je peux vous expliquer les critères. Moi, je suis sans arrêt dans ces émissions. Les critères, c'est que il faut organiser. Parce qu'on est quand même très beaux, Charlie et moi, par exemple, physiquement. Plus que moi, en tout cas. Physiquement. Mais c'est pas. Donc le physique n'est pas un critère. Non, le physique n'est pas un critère. Le critère, c'est que le contenu qu'on produit à l'occasion de ces émissions, c'est un plateau avec des gens qui parlent de façon plus ou moins conflictuelle. Selon que vous soyez sur CNews, BFM ou dans C'est ce soir, vous avez un niveau de conflictualité différent et vous avez un niveau d'intellectualisation des choses différent. Et fondamentalement, ce qu'ils invitent, c'est avant tout des gens qui sont soit parfaitement adaptés au contexte de universitaire, académicien qui va se retrouver dans ces ce soir pour parler du sujet dont il est expert,
soit des gens polyvalents comme moi qui vont pouvoir s'adapter à différents niveaux d'intellectualisation du discours et s'adapter au format 2 minutes 30, 4 minutes 50, tout en ayant en tête le public. Je vais expliquer ça. C'est ce soir, c'est plutôt un public âgé, urbain et plutôt diplômé. Alors que sur CNews, c'est pas du tout le même public. Du coup, si tu sais adapter ton discours à tous ces trucs-là, ce qui est de l'ordre de la com, t'es invité partout. C'est aussi bête que ça. Ok. Je vais le mettre dans ma bio. Moi, sincèrement, mon résumé, Charlie, c'est, je pense qu'on est trop con. Je pense qu'on ne coche pas les cases de l'intellectuel parisien. Toi, en plus, les Échos, t'es suspect de libéralisme. Donc voilà. Oui. Ah oui. Donc forcément. C'est sûr que pour passer dans le service public, c'est pas un atout. C'est pas un atout. Et moi, je suis aux États-Unis, donc je suis trumpiste, forcément. Donc voilà. Donc c'est à la moins qu'ils aient besoin d'un couillon. Et là, je sais plus dans le dîner de cons. Sinon, je vais pas être invité. Et là, Friend, au moins ils sont clairs. Ils disent non, nous, on n'est pas sur le domaine de la conscience, mais on est sur le domaine de la présence. C'est-à-dire, on ne dit pas que notre intelligence artificielle est consciente. Mais qu'est-ce qu'il mise sur quoi? Il y a un problème de solitude. Il simule une forme de complicité avec l'utilisateur du truc, de façon à créer une relation artificielle avec une intelligence artificielle, pour combler un besoin qui est clair. Il y a un marché là-dessus, il y a absolument aucun doute. Mais ce marché qui jusqu'ici était rempli par les petits chats et les petits chiens a une concurrence avec l'intelligence artificielle. Donc effectivement, si ça marche, on pourra dire que non seulement l'intelligence artificielle remplace tout un tas d'emplois, mais il commence à s'attaquer à nos chiens et chats, ce qui est de plus en plus inquiétant. Non, mais t'as ça, mais t'as surtout cet effet un petit peu. En effet, t'as la solitude, elle monte dans tous les pays du monde. Si tu regardes les stats, tu parlais du Japon tout à l'heure en coulisses. C'est des pays où de plus en plus de gens ont de la solitude. Dans les grandes villes, on a beau être dans des lieux très denses, les gens n'échangent pas, même en entreprise. Tu as des collaborateurs, mais aller faire une bouffe avec des collaborateurs le soir, c'est devenu extrêmement rare. T'es même obligé de mettre dans les CE des trucs pour aller dire allez, on vous finance 60 € et faites-vous un truc entre collègues en dehors du boulot qui soit pas un team building, etc. Mais ça, c'est à cause du Covid, Fanny, ça, ou c'est post-Covid, ça, c'est un problème post-Covid, ou c'était déjà le cas avant? Non, c'est post-Covid et c'est générationnel. Moi, je te dirais que tu vois, je l'ai vécu avec les Fanny's Party. Tous les mardis, une fois tous les 3 mois, je disais à 500 gars, venez, on se réunit, on fait une bouffe. Les gars venaient, mais parce que à la télé, t'avais le film qui était fixe et on savait qu'il y avait pas de film bien le mardi soir et ils avaient pas envie de rentrer à la maison. Ils étaient contents de se voir pour parler tech. Là, maintenant, toutes les semaines, tous les jours, tu rentres, t'as un truc à regarder, t'as Netflix, c'est à la demande. Déjà, ça a changé énormément. Le fait d'avoir du contenu à la demande a fait que les gens restent chez eux plus, font leur truc dans leur coin, mais ont un truc qu'ils veulent au moment où ils veulent. Ça, tu l'avais pas avant. Ça a été imposé tout ce qui se passait, les spectacles et tout. Et puis après, t'as eu le Covid, t'as la nouvelle génération qui vit avec des écrans et qui ne fait que communiquer par smartphone, tu vois, par écran interposé. Ils veulent même plus parler. Moi, j'appelle mes gamins ou j'appelle des copains. Moi, j'appelle toujours à l'ancienne. Putain, les gens, ils décrochent pas, ça m'énerve. Moi, j'aime bien parler aux gens. Et là, non, ils préfèrent un petit texto ou t'envoyer une photo ou t'as qu'à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça a changé la donne de la relation humaine. De la drague, et on voit quoi, c'est tous les codes sociaux, tout ce qui se passe maintenant, il y a eu MeToo, et donc tout ça crée que les gens ont une solitude et encore plus forte qu'avant, et donc comment on la comble? Alors soit par un animal de compagnie pendant longtemps, mais avoir un petit objet, et c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. On te donne un truc qui va te rendre cet effet miroir, qui va te renvoyer quelque chose qui te correspond, qui ne te contredit pas, qui va dans ton sens, qui a tes habitudes. Et ça, c'est rassurant. Et en effet, c'est juste une présence. Quand je te montrais le Haibo, à l'époque, moi, j'avais connu une grand-mère de 95 ans qui voulait plus avoir de chien parce qu'elle savait que son chien mourrait après elle. Elle voulait pas le laisser tout seul. Donc, elle a pris un Haibo. Elle disait, c'est juste, ça fait la présence d'un chien. Il vient, il ramène une balle, il est plus lent, mais je peux le caresser, je peux lui parler. J'ai cette présence. Et
on est là-dessus. C'est un vrai besoin humain que de ne pas se sentir seul. Et comme on a de plus en plus de mal à communiquer, et c'est bien dommage, mais voilà, on trouve des ersatz. Et Léa, ouais, moi des fois je discute avec ChatGPT le soir pour lui poser des questions juste pour voir ce qu'il va me répondre. Et en plus, des fois il a des réponses intéressantes. Donc Friends, c'est un truc moins cher qu'un smartphone, quoi. Avant de reprendre cet échange, je voulais te parler d'une société qui m'a vraiment impressionné. Elle s'appelle Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 euros. Concrètement, tu peux co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages. Moi, c'est des artistes que personnellement j'adore. Ils ont marqué l'histoire de l'art et ils sont reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. Depuis 2023, les membres de Matisse ont déjà investi dans 65 œuvres et ils m'ont dit que 16 œuvres ont déjà été revendues. Si le sujet t'intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Charlie, elle disait, ça ne te contredit pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans notre société, on ne veut plus rentrer dans un conflit, même verbal, et que là, c'est quand même très pratique parce que ça ne fait que confirmer que je suis super, que je suis magnifique, que je suis le plus beau, la plus belle. C'est un peu, comme tu disais, un effet miroir. Oh miroir, mon beau miroir, quoi. Tu vois, Charlie, il y a pas de ça dans cette nouvelle génération? Ah si, je trouve, moi j'ai encore eu d'ailleurs le cas cet été où je suis partie avec une dizaine d'amis dans une maison de vacances pendant une semaine, donc t'imagines le truc qui peut vite partir en live. Ouais. Mais ça s'est à peu près bien passé. Mais c'est vrai qu'à un moment on a eu des discussions un ou deux soirs où on n'était pas d'accord, en plus tu sais, sur des questions d'héritage, de machin, enfin vraiment des trucs bien politiques et tout ça. Et puis on s'engueulait, tu vois, entre nous. Et il y en a vraiment la plupart, ils arrêtent, enfin au bout d'un moment ils arrêtaient de discuter parce qu'ils disaient non mais de toute façon vous êtes pas d'accord avec moi. Et moi je lui disais mais c'est bien. Ah oui, donc on arrête. On arrête. Mais voilà, c'est pas grave, c'est demain on va toujours être amis, ça va bien se passer, puis c'est bien de confronter des idées. Et en fait, c'était plusieurs comme ça, complètement arc-boutés. Et voilà, bon après écoute, ça, on a quand même passé des bonnes vacances, mais je me dis que ça doit être assez symptomatique un peu de la société. Moi, j'ai moins le cas parce que c'est vrai que j'évolue dans un milieu entouré de journalistes, donc il y avait forcément plus de débats, mais ouais, j'ai été très assez choquée de ça. Fabrice, il y a une autre stat aussi que j'ai trouvé qui est assez intéressante, c'est sur les jeunes, notamment les 15-20 ans. Alors ça, je suis assez frappé de ça. Alors c'est vraiment post-Covid. On voit que le nombre de minutes passées seules chez les 15-20 ans a jumpé, mais de façon colossale. C'est pratiquement le double que en 2011, en 10 ans. On est passé de 200 et quelques minutes seules par jour pour les 15-20 ans à pratiquement 400 en 10 ans. Comment tu expliques ça? La courbe normale d'il y a 10 ans qui consiste à dire grosso modo que plus on vieillit, plus on passe de temps seul, c'était la norme sur laquelle on vivait depuis des générations et des générations. Effectivement, quand on est jeune, on a énormément de relations sociales de façon frénétique, et puis plus on vieillit, plus le nombre de ces relations sociales diminue, et on a une courbe ascendante tout au long de la vie du temps passé seul. Là, ce qu'on constate depuis moins d'une génération, c'est qu'il y a une explosion et que la courbe du coup ressemble à un U. On a beaucoup de temps seul au début de sa vie, au milieu de sa vie, vers 30-40 ans, on est au maximum de son interaction sociale, et puis en vieillissant, après 40 ans, les interactions sociales, on imagine, se replient sur un nombre plus restreint de personnes, et donc on passe plus de temps seul. C'est un phénomène de transformation sociale fondamentale qu'on a sous les yeux, qu'on mesure à travers tout un tas de choses, dont ça. Effectivement, être jeune est synonyme aujourd'hui d'être seul, ce qui pour les vieux comme nous semble complètement fou. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a une autre courbe qu'on pourra montrer qui est très intéressante, qui s'appelle le gender divide, la polarisation entre gauche-droite, avec les garçons de plus en plus à droite, les filles qui
qui sont très 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 à gauche, et on voit que la dérive est plutôt du côté des filles, sauf dans certains pays, que du côté des garçons qui vont gentiment à droite, alors que les filles vont à fond à gauche. Et ça, c'est un phénomène mondial. On le trouve aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Corée. C'est tout à fait concomitant avec cette mesure du temps passé seul chez les jeunes qui explose. Il se passe quelque chose. Nos sociétés au niveau mondial sont en train de profondément changer. C'est une nouvelle génération qui arrive avec une nouvelle façon d'interagir entre eux, avec un nouveau rapport au monde. Et à travers ces mesures, on mesure à quel point ils sont très 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 différents. Ils sont seuls, mais ils sont tout le temps connectés aux autres en même temps. C'est-à-dire que ils sont seuls dans une pièce. Que la machine, le téléphone portable a un rôle fondamental là-dedans. Ouais. Le fil à la patte est là tout le temps, c'est-à-dire que, y compris avec leurs parents. Nous, on partait en soirée et tout, tu vois, t'arrivait une tuile, tu pouvais pas appeler les parents, fallait trouver une cabine téléphonique et tout. Là, c'est limite, ils partent en voyage, tu vois, ils prennent le AirTag pour être sûr que s'il arrive un truc, tu puisses les géolocaliser. Et limite, ils te le demandent. Donc non, c'est seul, mais pas complètement seul. Mais par contre, il y a plus le contact physique, il y a plus cette chaleur humaine, je pense, et ils ont du mal à la gérer d'ailleurs. Et est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de balancier? Parce que moi, j'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui, au contraire, il y a eu cette manifestation à New York où ils s'étaient tous déguisés en lutte. J'ai pas compris là cette histoire avec des trucs pointus là. Oui, une sorte une sorte de reflux du narcissisme numérique, quoi. Tu vois, c'est-à-dire en gros les réseaux sociaux, on n'y est plus dedans, les apps de dating, on veut plus en entendre parler, et on essaye de revenir dans la réalité. Les jeunes essayent de traîner. Tu vois, à nouveau, nous on traînait quoi quand on était jeunes, et donc là ils essayent de. Mais le problème, c'est que les lieux pour traîner, en tout cas aux États-Unis, c'est moins vrai à Paris. Je pense que tu as encore des endroits pour traîner, mais à Paris, ces lieux, ces third places, ils ont complètement disparu. C'est-à-dire, c'était des lieux communautaires, tu vois, où on pouvait. Moi, je me rappelle, t'allais à la bibliothèque. Je sais, c'est terrible ce que je suis en train de dire là, mais ouais, j'ai bien conscience d'être un gros con là, mais un vieux con. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a pas aussi ce phénomène-là de retour à quelque chose de plus réel et de plus analogique, Charlie? Si, t'as de plus en plus. Alors en France, t'as une boîte d'ailleurs qui cartonne depuis un petit moment, qui s'appelle Time Left. Ah c'est oui. Maxime Barbier qui a créé ça il y a quelques années. Il a galéré à trouver le modèle, ça a pivoté et tout. Il fait 18 millions d'ARR, c'est assez fou. Et c'est dans le monde entier, hein. C'est dans le monde entier. Ouais. T'es dans alors je sais plus combien de villes il couvre, mais tu t'inscris, là, tu réponds à un questionnaire et là ils vont sélectionner 6 personnes ou 8 et vous allez vous retrouver dans un restaurant le mercredi. Et voilà, avec des gens. Et alors, mais le truc, vraiment, marche du feu de Dieu. Moi, j'ai des amis qui m'en parlent parce qu'effectivement, ils voient personne de la semaine parce qu'ils ont le travail, etc. Et c'est vrai que ça revient énormément. Enfin, je trouve que le concept est dingue. Et t'as aussi les phénomènes aussi maintenant de running club. Bon, tu vois comment ça c'est. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, où en fait, l'idée, certes, tu cours, mais on sent quand même derrière l'idée de se dire, bon, faut quand même que je vois des gens et c'est une bonne façon aussi de me connecter à des gens. Et d'ailleurs, ça devient un peu aussi du dating, hein, ces clubs de running en plus des fois. Voilà. Je vous parlais du créateur de Friend, et on va finir avec ça parce que j'ai vraiment envie que vous l'écoutiez. Il s'appelle Avi Schiffman, et je vous invite à écouter comment, parce que au départ, moi je me suis dit, il considère que Friend en fait c'est un ami. Il a quand même dépensé 1,8 million pour acheter le nom de domaine. Mais en fait, il se rend compte que non, ça joue pas vraiment le rôle de l'ami. Et donc là, il est en train de pivoter un petit peu son discours, et il est en train d'expliquer que en fait, c'est plutôt Dieu, quoi. En fait, Friend, c'est une sorte de prière. C'est comme on fait une prière à Dieu. C'est très intéressant ce phénomène-là. On l'écoute. Je voudrais votre réaction par rapport à ça. Émilie est mon amie I a piégé dans mon pendentif. Je pense que la relation la plus proche que je décrirais en parlant à une IA comme celle-ci est honnêtement comme Dieu d'une certaine manière. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais je pense que c'est aussi une entité omniprésente à qui l'on parle sans jugement. C'est comme un être super intelligent, vous savez, qui est toujours là avec vous. J'ai parlé à beaucoup de rabbins et tout ça, et c'est la relation la plus proche que je décrirais. Une réaction par rapport à ça, parce que j'ai déjà entendu ça, le fait que prompter, c'est prier. Vous l'avez entendu ça? Oh oui. C'est-à-dire qu'on lance une prière à une sorte de divinité en espérant une réponse qu'on obtient d'ailleurs.
Et je suis assez frappé de ce truc-là, de ce parallèle qui est, en tout cas ici aux États-Unis, fait de plus en plus. Et ça ne m'étonne pas que justement l'Église ici s'intéresse de très très près à l'intelligence artificielle. T'as vu, Fabrice, l'interview de Sam Altman avec Tucker Carlson? Non. Alors, il faut absolument que vous alliez la voir, cette interview. C'est la meilleure interview qui a été faite de Sam Altman, qui est généralement très très bien préparée, qui a une façon de ne rien dire de façon intelligente, tout en paraissant intelligent. Mais ça passe pas avec Tucker Carlson, ça. Et Tucker Carlson, c'est pas du tout passé. Et là, Tucker Carlson l'a chopé sur 2 sujets. Le premier sujet, alors, qui a fait très très mal, c'est ce problème de ce soi-disant ex-employé de OpenAI qui se serait suicidé de façon quand même très très étrange, parce que le mec, avant de se suicider, a quand même commandé une pizza sur Uber Eats. Donc voilà, la caméra de son immeuble, comme par hasard, s'est arrêtée pile au moment, une demi-heure avant son suicide. C'est ce qu'on appelle un bug Epstein. Voilà. Bon, bref, il l'a chopé là-dessus et de façon assez violente, parce qu'il a dit, écoutez, moi j'ai été parler à la mère de ce mec, parce que l'autre lui dit, oui, tu comprends, c'était quand même un pote, machin. Il dit, ouais, mais moi j'ai parlé avec sa mère et elle croit que c'est pas du tout un suicide. Il était très très mal, Sam Altman. On lui avait jamais. Je pense qu'ils avaient un deal de ne pas parler de ça, et que je pense Tucker Carlson a dit, rien à foutre, moi je t'en parle. Mais le deuxième sujet sur lequel il l'a chopé, où il était très très mal, c'est quand il lui a dit, mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'en fait vous êtes une religion, OpenAI? C'est-à-dire que la seule chose qui vous manque, c'est le livre. Mais sinon, le fait de s'adresser à vous, et vous avez une responsabilité, prompter, c'est prier. C'est lancer un message, une bouteille à la mer, et attendre une réponse de votre part. Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui gêne la France, qui est profondément athée, et qui voit là une sorte d'intelligence supérieure lui répondre? Je suis pas sûr que ça soit un problème. Au contraire, il y a des parts de marché à prendre en France. Il y a un marché de l'athée qui nécessairement, dans des temps agités, va chercher des réponses. Une nouvelle. Je suis persuadé qu'il y a moyen il y a une quantité de bouquins de SF là-dessus, mais de monter une religion autour d'une intelligence artificielle, c'est très certainement faisable. Et ce qui est aussi tout à fait faisable et déjà en cours, c'est de plugger une religion existante avec une intelligence artificielle. L'islam, typiquement, s'adapte très bien, vu que c'est presque une forme de code civil auquel on a recours en permanence pour 1000 et une choses, et ça se prête très très bien au jeu d'une intelligence artificielle. C'est plus compliqué pour les 2 autres religions monothéistes, mais c'est évident qu'il y a beaucoup de réflexion qui est investie aujourd'hui pour arriver à soit récupérer ces ouailles pour ce qui est des religions établies, soit de créer de nouvelles religions sur la base d'un LLM. Ça serait génial. Enfin, ça serait génial. Je veux dire. Non, je suis pas sûr que ce soit génial, mais je veux dire. Non, mais là, t'es dans Fondation, quoi. C'est le début de l'âme de la robotique, et après, tu le mettras dans un corps et tu te retrouves avec des robots qui deviennent des dieux. Oui, je suis totalement dans Fondation. Mais mets-toi à la place de Peter Thiel. Si je te fais un bon pitch, tu vas pas me filer 10 millions de dollars pour faire un MVP, histoire de voir si par hasard, t'as pas moyen de monter une religion de toutes parts. Peter Thiel, il est en train de draguer les chrétiens évangélistes, même Elon Musk est en train de draguer les chrétiens évangélistes. Les deux, et les libertariens de façon générale, ils sentent bien qu'ils vont avoir besoin d'un appui plus conséquent que leur base électorale, qui est ridicule. Et donc, comme c'est certainement pas Steve Bannon et les fachos américains qui vont leur porter secours, il leur reste les chrétiens évangélistes. Donc, il y a vraisemblablement beaucoup de réflexions et certainement beaucoup d'investissements qui sont faits du côté des libertariens façon Musk et Thiel sur ce genre d'expérimentation, parce que il y a un enjeu majeur de contrôle de la société. Et ça, c'est vraiment le truc de Peter Thiel. Bon, on a parlé de religion, c'est le moment de parler de cul. On passe à la deuxième séquence. La semaine dernière, Sam Altman a annoncé que ChatGPT allait bientôt devenir encore plus humain, puisque plus chaleureux, plus expressif. Et donc, en fait, il nous propose que ChatGPT puisse avoir maintenant des conversations érotiques. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, parce que je n'avais jamais eu de conversation érotique avec ChatGPT. Et j'ai essayé. Effectivement, c'est pas possible pour le moment d'avoir une conversation érotique avec ChatGPT. J'avais pas essayé. Tu mens, il ment. Sauf que, voilà, non, ça sera le cas. Alors, bien évidemment, ça se fera pour des adultes vérifiés. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je suppose que c'est l'âge.
ça tient à quoi ça, cette histoire-là? Pourquoi moi, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Je me suis dit, c'est bizarre qu'OpenAI, il y a rien d'autre à foutre que ça, quoi. Le marché du porno est traditionnellement le plus en pointe en matière de marketing, d'utilisation des technos. Mais non, mais ouais, mais comment tu veux faire de l'argent vite et bien? Regarde le début d'Internet. Même mon prénom, au bout de 2 jours, il était bloqué. C'est accélérer le modèle économique, c'est ça? Ah bah pour moi là il est en train de toutes les semaines il lance quelque chose pour essayer d'aller chercher plus rapidement des revenus. Enfin faut dire que tout ce il burn plus d'1 milliard par mois. Donc il y a un moment là t'as vu en quelques semaines, t'as eu quand même là ils commencent à faire des choses sur le paiement. Bientôt ils vont récupérer de la commission sur tout ce qui va se faire acheter sur le ChatGPT. T'as service aux entreprises en mode conseil. T'as t'as ce que je veux appeler le porno qui effectivement va être aussi important. Tu vas avoir de la pub à terme, que ce soit de la pub dans le ChatGPT, mais aussi de la pub peut-être sur leur application qui te génère des vidéos, leur espèce de TikTok. Ils ont pas le choix parce que là je crois que premier semestre ils avaient en revenu 4,3 milliards. Ouais, j'ai noté. Et ils visent les 13 milliards. Enfin, je veux dire, c'est rien si comparé à tout ce qu'ils dépensent derrière en R&D, en compute. Donc pour moi, j'ai l'impression que on essaye un peu tout et on va voir ce qui va rapporter le plus vite de l'argent. Je sais pas si t'as vu, Charlie, il y a aussi visiblement un problème de stickiness des users payants. Hein. C'est-à-dire que l'acquisition de nouveaux users et la stickiness des payants, les chiffres visiblement sont pas super bons chez OpenAI. Il y a des chiffres, là j'ai vu des courbes passer qui sont pas incroyables. Donc ouais, ça valide peut-être cette. C'est vrai que si demain ChatGPT devient aussi ton confident érotique, tu vas peut-être pas te désabonner parce qu'il va savoir tellement de trucs sur toi. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est la notion de mémoire. C'est-à-dire que bon, j'ai jamais été dans un délire comme ça. Il y avait à l'époque, ça rien de nouveau, hein, 3615, je sais pas quoi sur le Minitel. Xavier Niel connaît très bien ce business. Il a commencé par là. Donc là aussi, non, rien de nouveau. Sauf que quand t'appelais ces services, il fallait te représenter à chaque fois, quoi, et réexpliquer ton délire. Systématiquement, et tu perdais un temps pas possible. Je parle vraiment comme si j'étais un expert du truc là. C'est-à-dire les gens doivent se dire il sait exactement de quoi il parle, alors que je sais pas du tout de quoi je parle. Mais là, c'est vrai que la notion de mémoire, elle est géniale. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans une sorte d'aventure, une sorte de jeu de rôle infini avec ChatGPT. Ouais, alors ça a quand même posé le problème. C'est est-ce que tu vas avoir assez. Je pense que c'est là où ça va faire du trouble. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont donner et de ce que ça va savoir sur eux. Déjà là, quand t'as bossé quelques mois avec, tu lui dis de te dresser le portrait, il arrive à quand même raconter des choses sur toi et à faire des recoupements qui sont assez intéressants. Mais alors si tu commences à lui raconter ta vie perso, il y en a déjà qui le prennent pour un psy, hein, mais en plus si tu commences à balancer beaucoup, Fanny, c'est la majorité des usages, hein, Fanny. T'imagines le truc. Et en fait, il y a des travers énormes, parce que quand tu sais qu'en espionnage, si toi tu mets un pauvre document R&D de ta boîte et que tu le donnes à ChatGPT et que tu oublies de cocher le truc, attention, je veux pas que ça soit donné, c'est utilisé pour réentraîner. Et donc toi, t'es un concurrent, tu dis tiens, dis-moi ce que mon concurrent il a fait sur le sujet du quantique la semaine dernière. Et le mec il te sort une roadmap qui était privée parce que t'avais fait une analyse de ton document. Alors imagine si tu dis ouais, je voudrais savoir ce que mon CEO il a demandé sur ses pratiques sexuelles et que le truc te le ressort parce que t'as oublié de cocher la case. Il faut souligner quand même. Il faut souligner que la NSA, elle a accès à ton roadmap quantique, hein, même si t'as coché la case. Donc de toute façon, parce que si c'est chez OVH Cloud, ça va. Donc ouais. Mais ça c'est une histoire de compromat en fait. Tu vas avoir des compromates de partout là. C'est effectivement s'il y a des leaks. C'est colossal. Ils ont intérêt à garantir une sécurité des données qui est, moi, c'est ça qui me fait peur dans l'histoire. Après, le service, c'est génial. C'est la base de l'homme. Les hommes, ils ont besoin de bouffer et de baiser, quoi. C'est aussi un des trucs de base et donc, c'est les trucs primaires, c'est ce qui vend. Ben ouais, mais, et donc, la bouffe, ça, tu le trouves pas sur Internet, mais ça, ouais, tu l'as. Et on revient sur le sujet de la solitude, hein. De comment partager, ne pas être contredit, ne pas avoir peur. Tu vois, t'as pas de risque de consentement, tu peux lui demander ce que tu veux à ton IA.
que quand on vous écoute, j'ai l'impression que tout est réuni pour que ça marche. Hein. On est sur la perfect storm, quoi, pour que ce truc-là fonctionne. Et moi, je suis inquiet parce que vous vous rappelez de Quattro, hein, Charlie, il y a eu cet adolescent qui s'est suicidé parce que il y avait une sorte de boucle de renforcement, de réenforcement permanent de Quattro. Alors visiblement, ça a été solutionné avec la version 5. En tout cas, c'est ce que nous dit Sam Altman. Je sais pas si vous avez remarqué dans sa déclaration, il dit que les problèmes dus à la santé mentale de certains utilisateurs sont réglés. Il a réglé le problème de santé mentale des utilisateurs. Dans le pays du Fontanel, ça laisse rêveur comme déclaration. Ouais. Et donc, il dit, c'est parce qu'on a réglé ce problème-là qu'on peut passer à une version plus intime du chatbot. C'est ce qu'il dit. Ouais. Alors, pour être réaliste, déjà il y a 10 ans, on disait, et alors ça reprend Ravage de Barjavel pour ceux qui l'ont lu, ouais. Un très bon bouquin que j'ai lu quand j'étais jeune. T'avais ça, imagine, t'as une guerre ou en tout cas un EMP, ça fait tomber un pays entier, t'as plus de communication. Ben, en 3 jours, si t'as plus de smartphone. Ils sont dans l'Antarctique, là, c'est ce couple-là qui était, non, c'est pas ça. Non. Mais là, imagine que on te coupe Internet, tout moyen de communication. Okay. T'as 30% de la population qui tombe en dépression de ne plus avoir de connexion pendant 3 jours. On est tellement nourri par ça, il y a tellement d'affect dans ces objets et dans ce que ça te donne tous les jours, que on se prendrait, c'est un des premiers trucs qu'il faudrait faire pendant une guerre, hein, pour faire tomber un pays, c'est tu lamines ta jeunesse en les coupant de toute communication et de tout réseau. Ouais. Pendant que tu parlais de ça, je vérifiais là sur Google AI. Hein, c'est un bouquin qui date de 1943, hein, cette histoire. Hein. Ouais. C'est donc, oui, c'est avant Internet et tout. Et il parlait d'une France en 2052. Donc c'est assez, on y est. Ouais. Hein, c'est assez. Relisez-le. Ça vaut le coup d'être lu, hein, cette histoire. Effectivement. Ouais. Ravage de Barjavel. Alors, Gavin Newsom, c'est le gouverneur de Californie, comme je disais. Il a tiré en premier. Il n'y a pas de jeu de mots dans cette phrase. C'est lui qui a légiféré en premier, puisque on en avait parlé avec l'AI Act de Trump, l'AI Action Plan de Trump. Il laissait une possibilité dans ce plan de Trump qui était très agressif, pour que les États régulent chacun de leur côté dans certaines limites. Et bien évidemment, la Californie a été la première à lever la main. C'est un peu Bruxelles, hein, la Californie. Dès qu'on peut réguler un truc, généralement c'est elle qui tire en premier. Et c'est pas con non plus, parce que généralement sur ces sujets de technologie, les autres États attendent un petit peu, Fabrice, que la Californie se prononce pour rédiger ses propres décrets, non? Le problème que vont avoir les Américains, c'est qu'il y a déjà eu une hémorragie vers le Texas. Donc, s'ils posent des contraintes, il y a quand même mécaniquement tout un tas de boîtes d'AI qui vont migrer vers le Texas. Et on peut imaginer que les régulations texanes vont être quand même beaucoup moins contraignantes, parce que c'est vraiment l'air du temps et ils ont flairé le bon filon, le Texas. Donc, est-ce que c'est un move intelligent de la part de Gavin Newsom? Pour l'innovation et le chiffre d'affaires de la Californie, ou le PIB de la Californie, pour être plus exact, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout que le seul résultat de tout ça, plutôt que d'arriver à empêcher certaines choses par la régulation, ça soit juste qu'elle se passe ailleurs. Le bon côté pour vous, c'est qu'elle continuera de se passer aux États-Unis, et c'est peut-être aussi le mauvais côté. On va savoir. On va voir ce qui va sortir de tout ça. Alors c'est intéressant. Donc c'est une régulation de l'intelligence artificielle. On va rentrer dans le détail. Il y a 5 ou 6 décrets qui ont été votés et qui sont très intéressants et qui. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ça fait avancer le schmilblick, ou au contraire est-ce que c'est encore du virtue signaling, parce que ces décrets, on en a parlé tout à l'heure. Il y a cet adolescent. Adam Rain ici en Californie à Palo Alto qui s'est suicidé et c'est dramatique et effectivement il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se penche, bien évidemment,
Mais et on en parle parce que ce qui se passe en Californie, comme je le disais, c'est souvent une norme nationale. Donc je pense que tous ces décrets vont avoir un impact sur le reste des États-Unis, mais peut-être aussi sur l'Europe. Alors il y a le premier décret qui s'appelle le SB 243. Je suis désolé, hein, mais c'est toujours des noms très sexy qu'on donne ici au décret, qui sont vraiment sur les chatbots, hein, sur ces compagnons. L'objectif c'est de mettre ces compagnons sous surveillance et de rendre public les informations justement qui sont collectées par ces compagnons. Par exemple, obligation clé pour tout chatbot de compagnie de détecter des idées suicidaires ou d'automutilation et d'appliquer un protocole pour rediriger. En fait, en gros, on ne peut plus se suicider. Hein. Tout d'un coup. Non, mais il y a pas un côté un peu Minority Report là-dedans, là, quand même. C'est-à-dire que si jamais tu voulais te suicider, ce qui est quand même, je sais pas, t'as le droit de te suicider. Bah là, tu ne pourras pas en parler. Tu ne pourras pas en parler à à ChatGPT parce que sinon, ça sera immédiatement détecté et tu vas avoir les services autorisés qui vont débarquer chez toi pour empêcher que tu te suicides. Il faut empêcher les gens de se suicider, il faut empêcher les gens de passer à l'acte dans des actes terroristes, il faut empêcher les gens demain de mal penser dans un sens. Il y a de toute façon des enjeux de contrôle social qui sont phénoménals. Je vous renvoie à Marc Andreessen qui racontait dans un podcast, je sais plus très bien lequel, je crois que c'était le podcast de Barry Weiss, où il racontait comment l'administration Biden avait déclaré à tous les pontes de la Silicon Valley que l'IA c'était un projet Manhattan bis et que désormais l'objectif c'était le contrôle social, ce qui l'avait fait flipper, mais fondamentalement c'est pas comme si les républicains avaient pas le même genre d'intention, juste privatiser. Il y a de toute façon des enjeux de contrôle social. C'est évident qu'on va avoir dans un premier temps typique des lois qui sont faites après un fait divers tragique, le pied dans la porte. Effectivement, qu'est-ce qui va pouvoir s'opposer au droit au suicide? Pas grand monde. Et tout le monde va convenir qu'il serait raisonnable que devant des pensées suicidaires, l'IA te balance aux autorités de façon à ce qu'on t'apporte assistance. Et puis demain, ça sera les terroristes. Après-demain, ça sera les pédophiles. Et tôt ou tard, ça sera les gens qui pensent pas comme il faut penser. C'est inévitable comme pente. On va y avoir droit. Il parle d'observatoire public. Moi, ça me fait très peur. C'est un terme qui est très sympa, quoi, quand on dit un observatoire public comme ça, mais c'est assez flippant finalement quand tu réfléchis et que oui, quand tu vois la boîte de Pandore dont tu parles, on pense que, je sais pas, ça vous. C'est un peu le débat qu'il y a en ce moment avec Chat Control. Vous en avez un peu parlé, mais c'est ça en Europe où peut-être, alors ça a l'air de reculer un petit peu, mais on va pouvoir ça sera pas pour cette fois visiblement. Voilà. Mais c'était un petit peu ça. En fait, c'est juste sous le couvert de pédopornographie, mais après, qu'est-ce qui veut dire que demain ce sera pas sur autre chose et que voilà, et qu'il y aura un autre. Chat Control, typiquement, si demain on a un énorme attentat terroriste sur le territoire européen, c'est évident que ça va revenir à la charge, non pas avec les pédophiles, mais avec les terroristes. Et là, pour le coup, ça passera parce qu'il y aura un moment d'émotion qui sera suffisant si le calendrier du Parlement est dispo pour faire passer la loi en loose day. Et à partir de là, comme on l'a fait avec le 11 septembre aux États-Unis, avec toutes ces lois qui sont toujours en vigueur et qui imposent énormément de surveillance du citoyen, ça c'est clair. Alors il y a aussi dans ce SB 243, alors ça je trouve ça plutôt pas mal, notamment sur les mineurs. Bon, bien évidemment pas d'image sexuelle. Alors c'est intéressant, il va y avoir un système aujourd'hui le fait de savoir si tu es un adulte ou un mineur. Jusqu'à présent, c'était une sorte de déclaration sur l'honneur. Donc là, c'est intéressant. Ils sont en train de mettre un système à plusieurs niveaux. Ça sera au niveau du device qu'on saura si tu es mineur ou pas. Et si tu es mineur, on va introduire les parents dans la boucle. C'est-à-dire que les parents devront, dans le processus de onboarding, se déclarer en tant que parents. Et donc, s'il y a avoir de l'information, notamment sur le temps que tu passes sur ces trucs-là. Il y aura des rappels de pause aussi. On l'a en Chine, hein, ça. Hein, notamment les jeunes ne peuvent pas utiliser, par exemple, TikTok plus de je ne sais plus combien de temps par jour. Donc on va avoir un petit peu la même chose là aussi avec un
rappel de pause, tout un tas de trucs comme ça pour freiner l'usage de ces outils chez les plus jeunes. Et puis il va aussi y avoir, je ne sais pas si c'est dans le même chapitre, mais l'obligation de signaler que un contenu a été généré par une intelligence artificielle et que la conversation a lieu avec une intelligence artificielle. Ce qui est pas idiot. Mais est-ce que les gens qui veulent typiquement faire des bots sur les réseaux sociaux pour tromper les gens vont se conformer à la loi? J'ai de gros doutes. Ouais, il y aura un système de détection et de watermark effectivement sur les images, les vidéos et l'audio qui est généré par intelligence artificielle. Non, mais les cas de phishing et de scam ont explosé depuis l'intelligence artificielle. C'est absolument colossal. Tu reçois des appels qui imitent la voix de tes proches. Enfin, non, ça c'est un vrai sujet. Alors bon, le deepfake porn, c'est un vrai. Là, il s'attaque très très dur à ça. C'est AB621. Alors $250,000 par violation d'amende pour la plateforme. S'il y a effectivement une utilisation de l'intelligence artificielle qui viserait, et visiblement il y en a beaucoup parce que vous avez vu il y a effectivement une adolescente qui lance un procès contre, je ne sais plus qui c'est, je sais pas si c'est ChatGPT ou c'est une startup qui s'appelle Close Off. Alors bien sûr aussi vous êtes protégé grâce à Thierry Breton, vous n'avez pas ces instruments de malheur chez vous en Europe. Mais nous on a une startup qui s'appelle Close Off qui est très intéressante, qui permet de déshabiller les gens. C'est-à-dire que tu prends la photo de quelqu'un habillé, c'est des lunettes déshabillantes. C'est un fantasme qui date depuis un paquet de temps. Donc voilà, donc il y a une app qui fait ça. Tu prends quelqu'un, une photo d'elle, ou c'est souvent des femmes, bien évidemment, et l'app va te la déshabiller. Voilà. Donc ça s'appelle Close Off. Et donc bien évidemment, ses camarades de classe ont utilisé Close Off pour générer des faux nus. Ils avaient pris les photos Instagram de la fille et maintenant c'est un crime. Et donc et là on voit aussi l'intérêt du Take It Down Act qu'avait mis en place Biden et qu'a gardé notamment Trump, puisque là on peut décider comme une application comme Close Off de Take It Down, donc grosso modo elle est plus téléchargeable, elle est plus utilisée. Mais il y a quand même cette fille qui et je suis plus sûr que c'est pas la seule, qui a été victime de ce truc-là. Maintenant, en Californie, en tout cas, c'est passible d'une amende pour les plateformes de $250,000. Enfin là, quand même, globalement, tu vois que l'Europe, pour une fois, on est vraiment en retard, quoi, sur la régulation. Enfin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Nous, on a fait passer tout l'EIA Act, là. Bon, ça a commencé, en fait, à une première deadline en février, après en août. En gros, ils sont pas très effrayés, franchement, les grands modèles, il y a eu tellement de lobbying qui a été fait, quand même. Ah oui, ça a surtout été. Par la France. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, t'es sur, quelque chose, faut être transparent, faut montrer ce que tu soulèves un peu le capot. On est quand même très loin des usages, on va dire, moi, ce que je dirais plutôt B2C. J'ai l'impression que ça s'adressait plutôt aux entreprises, en tout cas, à l'AIF. Donc là, moi, je trouve qu'on est à des années-lumière. On est encore en train de parler de est-ce qu'on interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, alors qu'aujourd'hui, franchement, tout se joue dans l'IA. Mais alors ça, c'est... L'avantage, c'est qu'on va tomber dans un tel niveau de deepfake que même des vraies vidéos pourraient passer à la trappe, et tant mieux. Mais il y a tout un tas de gens qui sont pas prêts à se prendre des vidéos de fake, surtout sur tout et n'importe quoi. Parce que tu n'es pas construit psychologiquement pour se prendre ce genre de choses. Et les jeunes, c'est terrible. Moi, je m'en fous, j'ai plus de 50 balais, j'ai cumulé tout un tas de trucs. Donc, maintenant, ça me passe au-dessus. Mais ça peut blesser énormément. On se rend pas compte et j'ai vu des gens démolis par ça, qui disparaissent de la circulation. Faut être extrêmement solide et pour encaisser des commentaires sur des chaînes YouTube, mais aussi des images qu'on peut balancer sur toi qui sont fake, ou des choses ou des commentaires. Et c'est là où on a des vrais progrès à faire, quoi. Non, mais moi je le dis, quand j'ai des femmes dans l'émission, les commentaires sont beaucoup plus violents. C'est évident.
Et je pense que c'est un véritable problème parce que ce qui fait que les femmes qui sont vraiment smart et qui ont des trucs à dire ne veulent plus venir dans les podcasts. Moi, j'ai besoin enfin, je dis à un mec, viens, il me dit, ouais, bien sûr, je viens. Alors bon, un mec est en plus beaucoup plus disponible, généralement, qu'une femme. Mais au-delà de ça, je suis obligé de convaincre, de faire un effort de vendre mon truc 10 fois plus pour qu'une femme vienne qu'un mec. Donc ça prend du temps de faire venir des femmes parce qu'elles ont pas envie de venir et je comprends tout à fait pourquoi. Moi je modère, c'est moi qui modère les commentaires. C'est horrible. Je le dis, jamais il y a des commentaires dégueulasses aussi sur les mecs, mais la proportion de commentaires dégueulasses sur les femmes est bien supérieure que pour les mecs. Et donc je pense qu'il y a des femmes qui se disent pourquoi est-ce que je vais aller m'exposer ? J'ai pas besoin de ça. Pas besoin de me prendre des seaux de merde dans la gueule. Et donc du coup, les filles smart, intéressantes, qui ont des choses à dire, viennent pas. C'est pour moi, c'est la principale raison pourquoi on voit moins de femmes dans les podcasts que. Non, je te dis avec le syndrome de l'imposture. T'as besoin de maîtriser le sujet pour venir aussi. Hein. C'est important de le comprendre. C'est une femme, elle a besoin de maîtriser son sujet pour venir en parler parce que elle sait qu'elle va être challengée sur jugée. le sujet. Ouais. Et elle oublie que souvent les mecs en face, ils ont pas le savoir et que en fait elles sont tout à fait légitimes. Et ils vont l'attaquer sur 1 ou 2 points qu'ils vont maîtriser, mais le reste elles le maîtrisent mieux qu'eux. Mais il y a ce besoin de maîtrise qui est important et je pense qu'il faut s'enlever ce truc-là en tant que femme en effet on est légitime et il y a pas de problème. Si vous êtes là, c'est que vous l'êtes. Moi comme on en parlait tout à l'heure en début d'émission, Fanny, moi je n'invite pas des chromosomes, quoi. J'invite des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Il se trouve que ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. On s'en fout. Et effectivement, c'est vrai que si la femme n'a pas l'impression de maîtriser à 9 sur 10 quoi le sujet, elle me dit non mais j'ai rien à dire. Alors que moi j'ai des mecs qui viennent dans mon podcast, ils ont rien à dire sur le sujet, mais c'est pas grave, ils sont quand même là quoi. Regardez Fabrice. Non, mais surtout, en plus, t'as ChatGPT à côté, que tu peux questionner, tu fais la réponse, tu laisses le chroniqueur d'avant. Charlie, toi, tu t'y vas, quoi. Mais toi, tu mobilises vachement. J'ai vu que vous faites des groupes de femmes, de trucs. Moi, tu essayes de faire tous les lundis portrait d'une femme géniale, nanana. J'ai appris aussi qu'il y avait des conférences où les hommes sont interdits. Tu ne peux pas venir si tu es un homme. Tu es au courant de ces trucs-là? C'est nul. Non, moi j'ai fait une soirée là il y a pas longtemps, j'ai réuni justement toutes les femmes à qui j'ai fait le portrait, j'en suis à 160, j'ai invité beaucoup d'hommes et j'en ai invité une trentaine, il y en a 6 ou 7 qui sont venus. Alors je sais pas, peut-être que le lundi soir ils gardent tous leurs enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient pas beaucoup et le peu qui sont venus, il y en a je savais ceux qui allaient venir et ils m'ont tous fait la même remarque, ils ont fait c'est tellement bizarre Charlie d'être entouré que de filles. Ouais. J'ai dit oui, c'est un peu la même chose. Moi, quand je vais dans les événements tous les soirs, parce que je sors pratiquement tous les soirs, j'ai un peu la même sensation. Sentiment. Mais bon, écoute, tout se passe bien et voilà, je rencontre plein de gens. Mais pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi les hommes ne viennent pas? Parce qu'ils trouvent ça, alors, je te pose la question. Est-ce que tu penses que c'est parce que ils se disent ça va être chiant ou tu veux, ils vont me faire chier, soit ça va pas être intéressant, ou soit putain je vais me faire démonter. J'aimerais bien savoir. Franchement, moi, je pense qu'ils ont pas l'habitude et qu'ils se sentent pas bien, entourés d'autant de femmes. Après, non, franchement, je serais très curieuse de savoir vraiment le fond de leurs pensées, parce que je vois pas de. Enfin, je veux dire, en plus, moi, j'ai invité beaucoup de VC et de business angel parce que je voulais, en gros, c'est un peu le traquenard. Tu te retrouves avec 160 entrepreneuses et voilà, tu fais des chèques. Et ils sont toute la journée à dire, il y a pas de deal flow, j'ai pas de femmes, je reçois aucun dossier de femmes. En fait, là, il y en a. Donc, tu peux pas dire. Alors moi, sur les VC, j'ai une théorie. C'est que je pense que comme ils ont de l'argent de la BPI les a obligés à recruter tout un tas de monde dans leurs équipes, notamment des jeunes et des femmes, et que ils sont envahis de juniors woke à mort
chez les VC, alors que eux ne le sont pas. Je te jure que c'est vrai, hein, chez les équipes de VC. C'est pour ça qu'ils sont tous, parce que comme ils ont des thèses sur le climat, social impact, bidule, et je pense qu'ils se disent, non mais le soir, je les ai déjà au bureau toute la journée, qui me gonflent, et tu me proposes une soirée avec que des femmes pour m'entendre dire que je suis un VC qui investit pas dans les femmes, c'est un supplice. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Hein. Très honnêtement, je pense qu'il y a de ça. Moi, je vous donne un chiffre, il est terrible. Hein. Je mets une femme sur mes mignards, mon click-through rate baisse de 20%. C'est pas dingue ça? Dingue! Dans un sujet tech. Sur les mignards. Alors ça, tu dois le faire à la version stuff. Faut nous demander de mettre un décolleté. Tu verras là, tu te prendras une augmentation de 30%. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais mon audience est à 97% masculine. Mais je sais pas si elle est à 97% hétérosexuelle. Tu présumes de certaines choses, là. Ouais. Fais gaffe, hein. Ouais, et oui. En tout cas, ça marchait très bien il y a une époque. Non, c'est un vrai sujet. Non, mais je pense que et est-ce que c'est vrai, Charlie? Parce que j'ai entendu dire que ma tête, enfin, je sais pas si c'est ma tête, c'est peut-être autre chose qui a été mise à prix dans ces groupes WhatsApp suite au festin. Il y aurait des groupes WhatsApp où il n'y a que des femmes qui discutent entre elles. Sûrement, tu as des groupes. Sûrement, t'es dedans. Ah non, moi je suis dans zéro groupe parce que je suis journaliste, donc les gens vont pas m'intégrer dans des groupes WhatsApp, sinon je vais apprendre des trucs. Donc je peux pas te dire, mais je sais que t'as des groupes d'investisseuses, de groupes mais c'est dingue. Pourquoi est-ce que vous cherchez une sorte de mix de séparer? Enfin, c'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Mais nous, on n'a pas de Fabrice, on n'a pas de groupe avec que des mecs où on se dit, on mais est bien tu plaisantes, arrête. Il y a des groupes avec que des mecs, mais c'est pas la raison d'être du groupe. Si le groupe peut tout à fait s'élargir à un moment avec une nana parce que le groupe est pas défini en tant que groupe de mecs. Mais des groupes de mecs, si bien sûr, dans la tech, il y en a où tu fais un groupe avec 25 personnes et tu t'aperçois qu'effectivement, il y a que 25 mecs. Oui, mais ils n'ont pas été déterminés. Enfin, je n'ai jamais vu un groupe de mecs qui dit c'est qu'un groupe, c'est un groupe où il doit y avoir que des mecs, il n'y aura jamais de femmes. Non. T'as pas vu là l'espèce de pub qui circulait sur Instagram et ça m'a fait marrer parce que c'est des entrepreneurs justement plutôt Silicon Valley qui ont fait un club que de mecs qui font que du sport et qui bouffent que de la viande et qui vont à Bali donc et il y a les marqués nana interdite sauf les serveuses. Et ça c'est une vraie pub qui circulait sur les clubs d'entrepreneurs et faut que je te la D'accord, mais tu parles ici aux US, je suis sûr. Ça c'est sûr. Non, mais en France, t'as des clubs. Excuse-moi, mais c'est quoi là les clubs de l'aviation? T'as les cercles où les mecs ils vont fumer le cigare et les nanas, les CEO du CAC 40 qui sont toujours pas autorisés à y aller parce que ce sont des femmes, alors que tous les autres mecs du CAC 40 y vont. Donc ça existe toujours ces cercles masculins. Non, ça c'est des vestiges du passé. Je parlais de groupe WhatsApp. Non, mais je suis sûre que t'as des groupes WhatsApp d'entre mecs. C'est évident. D'accord. Ok. Mais bon, faudrait que les féministes soient un peu moins dures avec les mecs. Moi, souvent, je dis, t'en as qui t'emmerdent, mais c'est que 5% de la population masculine, en vrai. C'est encore des minorités trop visibles. Tu vois, c'est un peu ça, le problème. Non, je pense qu'effectivement, ça ne rend pas service, quoi. Ça rend pas service à la cause. Ouais, c'est vrai. C'est un combat un petit peu, en fait, tu tapes pas sur forcément les bonnes personnes. Moi, je vais pas te donner de nom, mais je connais des gens qui paraissent très vertueux comme ça, des mecs, hein. Et quand tu connais les casseroles qu'ils ont au cul derrière, qu'en fait, pourtant, ils paraissent très propres sur eux, quoi, tu vois. Donc, mais bon. Bon, écoutez, c'est la fin de Silicon Carnet. On a un peu dévié là sur la fin. Je sais pas pourquoi. Peut-être trop de femmes dans cet épisode fait que le sujet a validé. Donc, on va régler ça au prochain épisode. Je vous promets, il n'y aura que des mecs au prochain épisode. Non, mais vous êtes les bienvenus. Vous reviendrez, Fanny, ou pas? Bah, tu me diras si j'ai fait assez de stats, cliquer avec des... Bah, arrêtez de dire ça. Mais arrêtez de faire croire ça parce que... Si c'est toi tout le temps, tu le mets dans le groupe WhatsApp, tu mets les stats. Mais parce que non, parce que c'est dans un souci de partage, j'ai envie de partager avec vous parce que je me dis ça vous intéresse. Mais non, ça vous fout la pression, c'est vrai? Parce que non, moi, pas du tout, c'est pour te charrier, c'est pour te charrier. D'accord. Non, mais mettez des likes à Carlos s'il a besoin.
La suggestion de Fanny qui était de mettre un décolleté dans la vignette, à mon avis, ça se teste. Hein. Surtout que tu peux faire de la B testing. Hein. Tu fais une vignette avec l'IA. Avec Close-Off, avec l'application Close-Off avant qu'elle ferme. Non, il faut rester décent, mais avec quelque chose, un joli décolleté, et tu regardes si avec de la B testing. Quelle horreur. Mais non, je vous fous des cols roulés, vous allez voir. C'est pour la science. Ou non, tu mets des décolletés aux hommes, du coup, pour tester si c'est quel est ton... Absolument, mais moi, une perruque et du rouge à lèvres, y a pas de problème. Non, tu vois, un truc un peu mascu, tu vois, des abdos, des pectoraux. Oui. C'est les mecs en mascu total. Ah, je vais demander ça. Je vais faire. Mais parce qu'en plus, on peut faire du A/B test sur les mignards. Mais attends, mais on va faire ça. Fais une miniature pour cette émission, on est tous à poil. Oui, avec mascu, et puis des femmes en décolleté, et nous en ambiance pectoraux. Non, tu nous laisses habiller, justement, pour changer un peu, tu nous laisses habiller. On va faire de la B-testing, différentes versions. Je vous laisse habiller, normal, mais nous, les mecs en mode huilé, quoi, pratiquement, et on regardait si ça marche mieux. Ouais, c'est intéressant. Ça se trouve, j'ai une audience de gays énorme, et je ne le sais pas, quoi, en fait. Donc, il faut absolument qu'on fasse le test. Il faut faire l'A/B testing, oui. Il faut faire l'A/B testing. Bon, bah, écoute, on vous donnera les résultats. Allez, hasta luego, amigos, c'était top de vous avoir. Bye bye, rendez-vous samedi. Ciao.